Merci. Juste, donc, j'ai remis pour l'organisation interne par rapport à ce format qui est un format via l'outil Zoom. Donc, c'est Elodie qui a repris la main en tant qu'animatrice. Donc, elle peut, comme ça, pendant que je parle, notamment accepter les nouveaux venus. Vous dire aussi, pour les différents intervenants qui sont déjà en ligne, qu'on va essayer de bien tenir l'horaire. Voilà, ça, c'est important parce qu'on a un format qui paraît long, mais qui est très rythmé. En fait, il y aura beaucoup d'interventions et beaucoup de sujets. Pour répondre à ton interpellation, donc Mélanie, effectivement, c'est très vaste de parler comme ça en quelques minutes de la stratégie d'innovation. L'enjeu et le choix du sujet aujourd'hui, c'était de se demander finalement avec une vision très court-termiste et plutôt dans une posture de séquence de l'innovation, comment on pouvait s'organiser, notamment dans le cadre d'une crise comme la crise qu'on est en train de vivre depuis quelques mois, comment l'innovation pouvait nous amener à traverser cette crise de manière professionnelle la plus réactive et efficiente possible. Donc ça, c'est l'approche à très court terme. On va parler plutôt de réaction face à de nouvelles contraintes. Et c'est là où l'innovation, dans son approche notamment agile, c'est-à-dire très fluide et en capacité à pouvoir changer, modifier les processus et les comportements, peut agir. On va avoir une deuxième approche qui est une approche à court terme. Donc là, à court terme, on parle à moins de 2 ans. Donc on est plutôt sur une notion d'adaptation. Comment on peut s'adapter, être prêt à s'adapter et s'adapter à travers, là aussi, nos comportements, les flux d'informations, les processus et les actions qu'on va mener dans nos métiers juridiques pour pouvoir réagir à cette crise-là. Et de ce fait, on va pouvoir arriver vers une troisième notion, qui est une notion beaucoup plus long-termiste, qui sera la notion de résilience. Donc, comment on va pouvoir transformer le processus, le métier, les filières, les outils, les modes de fonctionnement. On le voit, hein, le télétravail était quelque chose qui était assez anodin. Là, c'est en train de s'installer par la force des choses et il ne s'installera pas à 100%, mais il s'installera pour un certain nombre de, de professionnels divers et variés, dont bien sûr ceux de vos métiers autour de tout ce qui est métier juridique. Voilà, on va le voir. Alors aujourd'hui, on aura un focus. Souvent, quand on parle d'innovation, on pense à la tech, la technologie. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement lié au phénomène de la start-upisation, de la digitalisation. Donc, la deuxième notion, au-delà de la notion de la séquence réaction, adaptation, résilience, c'est la question de savoir si innover, c'est forcément être dans l'innovation technologique. La réponse est non, bien évidemment. On peut innover, oui, en termes de technologie, mais aussi on peut innover par l'humain, par les comportements, par l'innovation, on va dire, ne serait-ce que managériale, mais aussi du processus d'intelligence. On évoque notamment dans nos métiers au sein de l'agence Gravity, qui est une agence qui s'adresse aux professionnels de toute taille et sur tout secteur d'activité, donc des toutes petites entreprises ou porteurs de projets, des PME qu'on va aider à accompagner et à innover, et des grands groupes pour lesquels on va plutôt parler d'open innovation, de format d'intrapreneuriat, par exemple, voilà, et d'échanges. On va imaginer des formats qui vont comme les startups, être sur des nouvelles technologies. Mais pas que. On va pouvoir aussi imaginer en fait une mise en adéquation, une mise en efficience de l'intelligence collective. Donc, la plupart du temps, dans nos métiers, dans nos missions, dans notre accompagnement, on va utiliser un format, ce qu'on appelle un format sprint, c'est-à-dire vraiment des formats, l'équivalent de ce que l'on voulait faire pour le hackathon, dont Mélanie a parlé. Le hackathon qui se fera en 2021, c'est sûr, on y croit, puisqu'on va sortir de la crise et que tout va aller mieux à partir du 1er janvier. Ce n'est pas un oracle, hein, c'est un vœu pieux. Un hackathon, c'est quoi? C'est tout simplement concentré en général en 2, maximum 3 jours de temps via des équipes et via un format plutôt de type ludique et challenge. On va concentrer ce qui aurait pu se faire en quelques mois
de développement d'idées, de brainstorming, de montage d'un cahier des charges et d'imagination d'un procédé de développement d'une idée ou d'un projet. On va le concentrer en mode sprint sur quelques heures, en challengeant, en repoussant les limites et en utilisant l'intelligence collective. Voilà, donc je ne vais pas expliquer ce qu'est un hackathon aujourd'hui, mais c'est représentatif. C'est pour ça que l'idée était très intéressante de le tester au niveau de l'incubateur du barreau. Voilà. Donc, une autre approche, je regarde l'heure, hein, parce que j'ai donc contractuellement jusqu'à ça va, j'ai encore un petit quart d'heure. Mélanie, tu m'as accordé un peu plus de temps en faisant plus vite lors de ton introduction. Tout à Voilà. fait. N'hésitez pas à interagir d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, dans notre approche, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question déjà de la démarche. En fait, la volonté, alors que l'on soit en solo, que l'on soit une structure, une organisation, ou que l'on aille finalement de manière hybride dans un lieu qu'on va appeler tiers-lieu, comme l'incubateur du barreau, qui va permettre justement de mettre en relation des individus, des avocats, des experts comptables, des juristes, des notaires, etc., au sens large, des intervenants, des consultants, des experts, mais aussi des personnes qui font partie d'autres lieux finalement qui sont des lieux beaucoup plus collectifs, des entreprises, des collectivités, peut-être des chambres consulaires ou des ordres aussi, voilà, des regroupements collectifs. Tous ces gens-là qui se réuniront lors d'un événement comme un hackathon ou dans un tiers-lieu comme un incubateur vont pouvoir commencer à interagir. Et de cette interaction, lorsqu'elle est bien managée, lorsque c'est une approche avec un procédé, peut sortir de nouvelles idées, de nouvelles méthodes et aussi du coup des projets, parce que d'une idée va aller vers le projet, et la maturation de ces projets peut mener à créer des entreprises, créer de nouveaux services, mutualiser un certain nombre d'actions, et pourquoi pas créer de l'emploi et des synergies, de la richesse au sens large, richesse humaine, richesse procédurière ou de process, et une richesse finalement aussi financière, si c'est le but. Donc cette démarche d'open innovation, elle a changé, hein, c'est un peu le monde qui change. Avant, on faisait ce qu'on appelle de la R&D, recherche et développement, un peu dans son coin. Maintenant, l'open innovation, c'est justement de faire se confronter peut-être des secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ou des métiers qui se ressemblent de loin. Voilà, on va prendre par exemple les métiers de la profession, des professions libérales. C'est un statut, c'est un conseil, il y a un accompagnement. Il y a des points communs là-dedans. Ce qui s'applique pour certains métiers qui sont qualifiés en profession libérale peuvent s'appliquer à d'autres. Donc, le fait d'interagir et de se retrouver lors d'événements ou dans des lieux comme ça d'échange vont pouvoir multiplier, je dirais, l'ouverture des chakras, l'ouverture des esprits, les bons usages, et ce partage d'échanges-là va faire gagner du temps et améliorer les choses. Ces interactions, donc ce qui s'appelle l'open innovation, c'est vraiment une première étape indispensable de l'innovation. Il y a aussi une démarche, bien sûr, de diagnostic. Chacun va, et là, c'est souvent vraiment le premier pas qu'il faut se poser, en tant que consultant seul professionnel, ou dans le cas d'un cabinet. Voilà, on a plusieurs professionnels qui vont partager un lieu, un cabinet, peut-être des publics et des métiers différents. Ces gens-là vont pouvoir mutualiser leurs besoins. De quoi j'ai besoin? Quel est mon état d'innovation? J'en suis où sur l'outil? J'en suis où sur les solutions qui existent? Il y a énormément de veille à faire, ce qu'on appelle le benchmark. On va regarder ce qui se fait et peut-être être je dirais, à l'écoute des solutions qui ont déjà été testées par les autres, hein, ce qu'on appelle l'expérimentation. Donc, dans cette phase de diagnostic, on va tout de suite commencer à observer les métiers similaires, hein, voilà, les architectes, les conseils, les consultants, les experts comptables, etc., etc. Ensuite, on a une autre démarche, c'est la démarche d'idéation. Donc, l'idéation, c'est la capacité à trouver et à commencer à penser aux idées et donc aux solutions éventuelles que ma démarche de diagnostic va m'impulser. Ces démarches d'idéation, elles sont toujours meilleures en collectif que seules, même si on a de grosses capacités à réfléchir par soi-même. C'est toujours beaucoup plus utile. Et là, on a des techniques, hein, notamment ce qu'on appelle les techniques de design thinking, qui sont des techniques qui vont permettre, par des méthodes où la prise de parole, le temps imparti, les règles du jeu changent, je dirais, les techniques de brainstorming habituelles et permettent de faciliter à chacun la remontée d'idées, la confrontation, le fait d'aller au bout de certaines idées, de les caricaturer,
de les dessiner, de les concentrer, de les bousculer, etc., etc. Toutes ces techniques-là vont permettre de mener l'idéation. Derrière l'idéation, on va commencer à choisir, faire des choix. Et ces choix-là, ils vont mener à des solutions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des choix qui sont des choix de l'ordre de la posture. Oui, je décide qu'il est temps d'innover dans mon cabinet, d'innover au sein de l'ordre des experts comptables, d'innover auprès de mes clients pour pouvoir apporter le bon usage. Mais comment je le fais? Soit je crée quelque chose qui n'existe pas, soit je fais la veille et j'utilise des solutions et des outils qui vont me permettre de mener à bien cette innovation-là, cette nouvelle politique. Donc là-dessus, bien évidemment, et c'est une des questions que on s'est posé en préparant cette thématique, notamment avec Mélanie, François, Élodie, la question c'était, est-ce que innover, c'est forcément digitaliser? Alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'il est évident que la digitalisation va permettre la mutualisation, va permettre d'être beaucoup plus efficace dans un certain nombre de comportements, notamment dans la distanciation qu'on peut avoir, dans le partage collectif, dans la co-construction d'un document. Je vais donner un exemple très évident. Vous avez un projet et on a besoin finalement de collaborer avec des gens qui ne sont pas forcément sur place. Là, tout de suite, au lieu de chacun attendre de trouver le bon créneau pour pouvoir se rencontrer ou de travailler dans son coin, on va utiliser les outils collaboratifs à la fois sur le cloud, dans les échanges d'idées, dans la construction des projets, dans la mutualisation de tout ce procédé-là pour pouvoir innover et amener ce projet. Ensuite, on va passer à une autre notion. Une fois qu'on aura vu toutes les solutions existantes, on va aborder une autre thématique très importante dans l'innovation, c'est le phénomène de l'écosystème. C'est exactement donc, ce que des tiers-lieux comme l'incubateur du barreau, tous les lieux de coworking, les incubateurs, les campus, les universités, mais également maintenant les grands groupes et les grosses sociétés peuvent favoriser. C'est une espèce de canopée, un lieu comme ça, écosystémique, dans lequel les profils, les tailles, les acteurs complètement protéiformes vont vouloir se croiser. Donc nous, c'est au sein de l'agence Gravity, c'est vraiment notre ADN, c'est de pouvoir faire se confronter des étudiants, des experts, des consultants, des contributeurs, des mentors, des acteurs du privé, du public, mais aussi des gens qui ont vécu l'échec ou qui ont vécu le succès, des gens qui sont très dans l'outil, qui sont là aussi pour tout simplement mettre en avant des solutions qu'ils ont à proposer, etc. etc. Et cet écosystème-là, les grands groupes l'ont compris, ils sont énormément maintenant en contact avec les startups. Pourquoi? Parce qu'en se confrontant à des gens qui ont trouvé des solutions, et on en parlera tout aujourd'hui, tout cet après-midi avec les Legal Tech et avec ces solutions les uns et les autres, forcément, on va gagner du temps parce qu'on se rend compte qu'au lieu de moderniser un service d'un grand groupe, on va pouvoir utiliser une solution qui est déjà pensée par une startup et venir la fondre dans le système professionnel en question. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique et qu'il faut encourager. C'est complètement la raison pour laquelle on est en synergie depuis de longues années avec François, Giraud, avec Mélanie, et qu'on discute, et Élodie, pour pouvoir amener cet ADN-là finalement d'échange écosystémique et d'usage de bonnes paroles. Voilà, donc je finirai à un moment donné, au-delà de ce discours-là, très sur la posture et la démarche, sur quelque part arriver à digitaliser et à arriver à des outils très concrets. On va parler de digitalisation sur le fond et sur la forme. La digitalisation sur le fond, c'est bien évidemment tout ce qui est dématérialisation. C'est fondamental dans les métiers du conseil et du juridique. Qu'est-ce qu'on va faire de la documentation? Qu'est-ce qu'on va faire des données, ce qu'on appelle la data et la big data? Comment on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, à la fois sans prévenir, à la fois l'orchestrer pour qu'elle puisse répondre de manière plus rapide à un certain nombre de questions et donc faire un gain de temps et d'énergie pour les professionnels que vous êtes. Comment on va pouvoir utiliser, pourquoi pas demain, la réalité virtuelle pour pouvoir simuler des scènes de la vie juridique quotidienne, pourquoi pas un procès, une prise de parole, une préparation de démarche, un conseil lorsqu'on est, je ne sais pas, en cabinet d'expertise comptable ou autre. Comment on va pouvoir utiliser des outils marketing et de digitalisation beaucoup plus accessibles et moins compliqués, que sont par exemple un CRM, c'est-à-dire un logiciel de gestion
de ses clients. Voilà, qui ils sont, comment je peux les contacter, comment je peux leur envoyer des informations, être dans un processus d'échange avec eux. Comment on va pouvoir faire du personal branding, c'est-à-dire finalement orchestrer son savoir-faire, sa compétence dans les réseaux sociaux pour essayer de maintenir et de rendre performante l'image que l'on peut avoir, le discours, mettre en valeur ses compétences. Peut-être qu'on est intervenant dans des organismes de formation où on peut mettre en avant sa pédagogie. On peut peut-être aussi utiliser tous ces outils-là pour partager la gestion de ces projets lorsqu'on est une legal tech, pour expliquer le back-office, hein, tout ce qui se passe pendant ces histoires-là et pendant ces projets-là. Sur la forme, la digitalisation va pouvoir aider à, comme aujourd'hui, à organiser un événement, à faire de la formation à distance, bien évidemment, à poser la question de la présence sur Internet et quelque chose de fondamental aussi, bien sûr. On est dans un monde de réseaux sociaux multiples et variés. Or, ce qu'on appelle le social media manager, c'est quelqu'un qui va gérer son image, gérer son discours et orchestrer cette présence-là de manière professionnelle, avec des métiers qui touchent énormément à l'éthique. Donc, c'est encore plus particulier que lorsqu'on a juste un produit ou un service à vendre. Voilà un peu la toile de fond, Mélanie, de tous les sujets. Et j'en ai passé, bien sûr, c'est en 20 minutes chrono, donc c'est assez rapide. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, là, et dans l'objectif de cet échange, c'est vraiment qu'on va avoir un certain nombre de profils différents. On va avoir des gens qui ont des solutions à proposer, certains qui sont dans des grands groupes, d'autres qui sont au service des professionnels qui sont là aujourd'hui. On a plusieurs porteurs de legal tech, donc vraiment de projets innovants dans ces métiers juridiques. Donc, on va pouvoir leur comprendre leur démarche. La plupart d'entre eux, on va leur demander comment réagir là à court terme dans ce que j'ai appelé la réaction, la nécessité d'innover, je dirais, à très court terme face à cette crise sanitaire. Et puis pour les autres, avoir une dimension un peu plus horizontale sur du moyen terme, savoir comment ils se positionnent sur des métiers qui ne sont pas les premiers à être venus à l'innovation. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-François, pour toute cette introduction. C'est vrai qu'il y a vraiment une grande importance, tu le redisais, sur tout ce qui est écosystème. Et j'en profite pour remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis notre création en 2018 et qui sont au rendez-vous à chaque fois qu'on organise des événements et qui nous soutiennent aussi financièrement. Donc, je profite de cet intermède pour les remercier parce qu'on a besoin d'eux pour pouvoir justement innover. Sans ces différents partenariats, on ne pourrait pas innover. Voilà, on a ce besoin et c'est vrai que c'est un peu une particularité au niveau de la profession d'avocat où on n'a pas toujours besoin d'avoir, même si on a besoin de partenaires dans la profession d'avocat aussi, mais l'incubateur a la particularité d'être vraiment extrêmement orienté vers l'extérieur et pas seulement sur la profession. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation qui même si elle est rapide, quand même donne une bonne synthèse de toutes les démarches qu'il faut mettre en œuvre pour aller vers l'innovation et toutes les formes que ça peut prendre. Donc, je te laisse prendre la suite donc des événements et notamment accueillir. Alors, on est un tout petit peu en avance par rapport au programme. Donc, je ne sais pas si Olivier Chabot est déjà présent. Non, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté, Mélanie. Oui, c'est bien ce qui me semble, qu'il n'est pas encore connecté à cette heure-ci. Donc, je ne sais pas si tu aurais, avant de partir sur donc les intervenants, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un avocat là, qui sera en train de nous écouter, qui serait un avocat en individuel ou dans un petit cabinet? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire là maintenant s'il avait envie, voilà, à partir de juste après donc la fin de cet événement, qu'est-ce qu'il devrait faire en premier pour pouvoir entamer une démarche d'innovation concrètement, pratiquement? Alors que ce soit un avocat ou n'importe quel, comme je te le disais, profil comme ça, on peut qualifier vos professions, la profession libérale, comme étant une TPE, voilà, tout simplement, une très petite entreprise. Bon, bien évidemment, quand c'est des cabinets où il y a plusieurs confrères, ça commence à devenir une petite PME. Pour une TPE, le mieux, c'est ce
que je disais par rapport à la vertu de l'intelligence collective. Avoir une démarche d'innovation seule, ben, c'est tout simplement utiliser, on ne va pas réinventer la roue, et donc c'est de faire une démarche de veille, de venir auprès d'acteurs de l'innovation, alors soit des agences conseils, soit un lieu comme l'incubateur du barreau, qui va commencer lui-même à pouvoir lui faire gagner du temps dans son acculturation. En fait, on a besoin tout simplement de s'acculturer, de diagnostiquer, hein, comme je le disais, de faire de l'idéation, de trouver des solutions derrière et de mettre en œuvre, tout simplement. Donc, se l'appliquer à soi-même, bon, ça s'épargne de faire toutes les intelligences collectives, on est seul. Donc, pour cela et pour remédier à cette solitude-là, parce que c'est compliqué d'innover avec soi-même, hein, on le voit dans la vie personnelle, hein, c'est compliqué de changer de vie, de changer de mode de vie. Voilà. Donc, souvent, on a besoin d'un coach, un prof de sport, un prof de musique, un coach voilà, de bien-être. Mais souvent, c'est en rencontrant les autres et en discutant qu'on décide de faire des petits changements. C'est la même chose en termes d'innovation. Se dire, tiens, je change d'ordinateur, je change de logiciel, je change de méthode, je change de lieu, j'arrête de travailler de chez moi, je vais dans un lieu de coworking. Comme ça, je peux échanger avec des gens qui ont d'autres profils. Voilà. Je pense que la solitude, c'est quand même le défaut, ou en tout cas le frein majeur face à cette nécessité d'innover et de se réinventer. Donc, je ne suis pas là pour faire la publicité de l'incubateur du barreau, mais c'est totalement dans l'état d'esprit que d'échanger. Et c'est pour ça qu'il y a des grosses tendances d'ouvrir. On a parlé d'open space dans les années 70. En réalité, les gens n'étaient pas prêts. Il n'y avait pas la posture, il n'y avait pas l'état d'esprit. C'était plutôt pour cloisonner ou entasser les gens dans des lieux de travail. Maintenant, on est beaucoup plus dans une logique de mettre du sens à ces lieux-là et de venir s'acculturer. Voilà. Donc, Internet va pouvoir permettre d'ouvrir déjà l'état d'esprit pour venir écouter des podcasts, pour venir s'acculturer et s'informer sur ce qui peut se passer dans les branches. Il faut savoir aussi que tout simplement, les ordres des avocats, les ordres des experts comptables, etc., et les barreaux se mettent eux-mêmes à réfléchir collectivement aux choses. Donc, la première des choses, c'est de se tourner vers ses confrères pour savoir ce qu'ils font. Voilà, et de commencer finalement cette open innovation à titre comme ça collectif qui va s'appliquer individuellement. Il faut comprendre aussi que s'engager dans l'innovation, ça veut dire changer. Et changer, ça veut dire investir. Investir du temps, investir des outils, investir peut-être de l'argent ou des honoraires. Donc, c'est pour ça que c'est une posture et une démarche à la fois individuelle et collective qu'il est intéressant d'aborder de manière globale et réelle. C'est un peu comme quand on décide de déménager quelque part. Hein. Voilà, ça a des conséquences. Voilà, je crois qu'Olivier Chabot est arrivé. Ok, juste pour conclure par rapport à ce que tu disais, donc en résumé, adhérer à l'incubateur, aller faire un tour à l'espace coworking avocat pour rencontrer un peu d'autres confrères, voir comment de temps en temps se dire tiens, je vais passer une après-midi plutôt à l'espace coworking que dans mon cabinet pour voir un peu comment ça se passe ailleurs, aller participer à des formations autour de l'aide. Oui, côtoyer des réseaux économiques aussi qui sont en dehors peut-être de la filière pure et dure pour pouvoir s'ouvrir. Aller dans des lieux comme ça où il y a des événements de réseaux économiques sur des thématiques comme ça, et puis rencontrer des agences comme Gravity, mais ça, je n'avais pas forcément prévu. Et du coup, effectivement, et si vraiment on a envie de rentrer dans une démarche et qu'on ne sait pas trop par où commencer, on peut aussi solliciter une agence comme Gravity qui va finalement apporter un coaching et une méthode pour pouvoir identifier est-ce qu'il y a un sujet d'innovation, une problématique particulière qui peut être un point de départ pour démarrer une Complètement. Je dirais qu'on a simplement la posture d'avoir la culture à force de côtoyer des gens et aussi la vertu de pouvoir s'adresser par exemple à des étudiants ou même des lycéens entrepreneurs jusqu'aux grands groupes et avec toutes les tailles et les sujets divers et variés. Et comme chacun, et c'est notre grande richesse, nous les êtres humains, on est tous différents sur la même problématique et la même volonté, on va avoir chacun une méthode différente. C'est là où c'est super intéressant de pouvoir se croiser et de pouvoir ouvrir les uns aux autres.